Suivez désormais sur Congo Web Télévision Web Presse. Web Presse est une émission de débat avec pour invité seuls les journalistes. Analyse et décryptage, bref, toute l'actualité au crible. Retrouvez Paulette Kimuntu Kimpiob avec Web Presse chaque mercredi à 20h et en rediffusion le jeudi à 9h. Web Presse, bien comprendre chez vous. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce numéro 1 de l'émission Web Presse. Je suis très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec d'éminents collègues, d'éminents journalistes, avec lesquels nous allons débattre de grands thèmes de l'actualité. Je suis avec Kudu Boalia, je crois que vous le connaissez, Désiré Baéré et Ambroise Mamba. Tous les quatre, nous allons vraiment débattre des sujets d'actualité. Le premier thème de Web Presse d'aujourd'hui, c'est l'expulsion de 5000 Congolais d'Angola. Madame Boalia, 5000 Congolais refoulés d'Angola, ce n'est pas une fois de trop encore. C'est ça, je ne sais pas si on peut dire une fois de trop, mais je pense que si on fait les décomptes, on a déjà atteint plus d'1 million de Congolais qui ont été expulsés. Jusque-là, on n'a pas encore vu une réaction forte venant du gouvernement pour expliquer d'abord dans quelles conditions ces Congolais sont expulsés d'Angola, alors que ici chez nous, la communauté internationale, encore elle, exige au Congo à chaque fois qu'il faut expulser, il faut laisser partir les gens volontairement. Nous voyons ici les Angolais qui vivent depuis longtemps, parce que vous savez, avec les guerres... Qui ont même acquis la nationalité voilà, congolaise, avec les guerres qui ont eu successivement lieu en Angola, la proximité avec le Congo a fait qu'ils sont venus s'installer ici au Congo. Il y en a qu'on connaît comme étant des Congolais et comme on est tous bantous, donc voilà, on se reconnaissait et ils parlent nos langues. Ils ne parlent pas leur langue. Ils ont étudié dans nos écoles et ils ont étudié, ils habitent nos quartiers. Si vous prenez par exemple la commune de Kinshasa, c'est une commune que tout le monde savait qu'il y avait plus d'Angolais que d'autres personnes. Mais on les appelait, on les a donné même une tribu ici, on les appelle les Bazombo. Alors, maintenant, avec la paix qu'il y a eu, on a décidé à ce qu'ils puissent retourner volontairement. Les Congo Kinshasa fait retourner les Angolais avec dignité dans leur pays. Mais pourquoi mais on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi eux nous chassent de cette façon. Et à chaque fois avec des exactions de violence, on prend tout ce qu'ils ont, et les Congolais ont pu amasser comme bien en Angola, alors qu'ici, nous reconnaissons même des maisons qu'ils ont, ils les vendent pour partir avec leur argent. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le gouvernement congolais ne réagit. Monsieur Bayer, n'est-ce pas la faiblesse du gouvernement congolais? Ce silence-là, on ne le comprend pas par rapport à ce drame. Oui, je pense que quelque part, on peut arriver à cette conclusion qu'on est devant un gouvernement qui n'est pas capable de pouvoir assurer la sécurité de ses ressortissants à l'étranger où qu'ils se trouvent. Parce que nous avons une ambassade en Angola, nous avons le ministère des Affaires étrangères, nous avions même un vice-ministère des Congolais de l'étranger. Tous ces gens ne sont jamais arrivés à nous expliquer comment est-ce qu'on arrive à cette expulsion en masse et qui se répète à tout moment. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, un nouvel angle dans lequel moi je voudrais aborder, c'est l'accompagnement de ces compatriotes quand ils reviennent au pays. On nous annonce seulement qu'on a expulsé autant de Congolais. Quand ils sont rentrés chez eux, qu'est-ce qu'on en a fait? Quelles sont les mesures d'accompagnement pour leur insertion dans la société congolaise? Il n'y a rien qui s'est dit après. Ces gens sont abandonnés à eux-mêmes. Aucune politique, aucune mesure d'accompagnement pour leur faire vivre dans la dignité dans leur pays. Et ça, c'est ce qui est grave. Parce que si on n'est pas en mesure d'assurer leur sécurité au niveau à l'étranger, et c'est encore pire qu'on ne soit pas en mesure de les accompagner à mieux vivre chez eux. Vous avez tous déjà été à l'étranger. Moi, je vis à l'étranger depuis quelques années. On n'est jamais à l'aise quand on vit à l'étranger. Mais si on revient dans son propre pays, on vit encore dans des conditions plus dramatiques que celles qu'on a connues pendant l'expulsion.
Moi, je pense qu'à ce moment-là, on doit s'interroger si vraiment nous avons un gouvernement capable d'assurer la sécurité des Congolais. Et, Monsieur Paulette, je peux ajouter, même si on peut dire, si le ministère le vice-ministère n'existe plus, mais depuis longtemps, les départements de Congolais des étrangers existent au niveau des affaires étrangères. Mais lorsqu'il y a ces genres de problèmes qui se posent, on se rabat toujours sur le ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale. Alors que c'est ça le travail de la direction des Congolais de l'étranger. Ils ne font rien pour ces Congolais qui viennent. Et on se pose la question de savoir pourquoi il y a... Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une direction qui n'a pas de moyens? Pourquoi? Si la direction, il n'y a pas de moyens pour cette direction, mieux vaut ne pas la créer. Et le gouvernement va se poser la question de savoir pourquoi il y a encore beaucoup de Congolais qui dorment dans la ville, dehors, sur les grandes artères. Mais ce sont ces gens-là qui viennent d'un peu partout, qu'on n'arrive pas à sécuriser. On le retrouve dans des ministères en plein centre-ville. Si vous entrez au ministère de la condition féminine, vous allez trouver des bataillons de gens qui dorment dehors comme ça. Hein? Tout simplement parce qu'on ne les a pas, on ne s'est pas occupé d'eux quand ils sont entrés. Monsieur Ambroise Mamba, vous êtes journaliste dans une grande rédaction, dans la rédaction de Congo Web. Est-ce que vous avez déjà approché le ministère des Affaires étrangères pour savoir un peu la position officielle du gouvernement face à cette situation? Effectivement, on l'a dit, mes aînés l'ont dit, il n'y a pas de réaction concrète de la part du gouvernement. Et c'est là que moi, je me pose la question de savoir quel pourrait être le message de l'Angola vis-à-vis du gouvernement congolais. Quand on expulse ces Congolais dans ces conditions, les conditions pratiquement inhumaines, on les expulse. Ils rentrent au pays. Dans leur propre pays, ils sont apparemment abandonnés par leur propre gouvernement. Alors je me pose la question de savoir quel est le message que le gouvernement angolais lance au gouvernement congolais. Et là, effectivement, il intervient la notion de rapport entre nations. Je ne sais pas si... Madame Boile a dit que chez nous, les Nations Unies, ces organismes obligent, effectivement, voilà pourquoi, nous obligent à faire ceci, à renvoyer les Angolais dans des conditions humaines. Mais pourquoi on n'oblige pas l'Angola de faire la même chose? Voilà pourquoi je suis tenté de parler de la faiblesse de l'État congolais. C'est à ce niveau-là, justement. Pourquoi l'Angola ne semble pas tempérer, c'est pas moi, à ce que demandent les Nations Unies, mais le gouvernement congolais le fait. Est-ce que c'est parce qu'il est un bon élève ou c'est parce qu'il est faible? Voilà pourquoi j'ai dit au niveau des affaires étrangères, notamment au niveau de la diplomatie, on devait regarder cette question avec beaucoup plus de responsabilité pour voir si il y a possibilité aussi de réagir, pas réagir de manière violente, mais assez intelligente, pour voir effectivement, puisqu'il y a aussi des sujets. C'est ce qui régit les rapports entre les États. Mais au-delà de ça, moi je pense que si un gouvernement n'est pas en mesure d'assurer vraiment la survie des compatriotes, des vivants, comment est-ce qu'on va s'occuper de tous ceux qui sont tués à gauche, à droite? Voyez ce qui se passe en France aujourd'hui. Rien que pour 4 morts, pour 4 morts, il y a une mobilisation de toute la communauté nationale. On a même suspendu la campagne électorale parce qu'il y a des Français qui sont morts. Mais nous avons encore des vivants. On ne sait même pas encore s'occuper d'eux. On n'en parle même pas. Et je pense que ça montre à quel niveau nous avons un ou des gouvernements qui sont là juste pour leur propre poche. M. Bayré trouve une parade, disent que les Congolais eux-mêmes ne se font pas, ne vont pas à l'ambassade, ils sortent dans des conditions frauduleuses, donc c'est un peu difficile pour eux de les identifier. Oui, mais ils sortent, ils y vont de cette manière-là. Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on devait aussi se poser. Si par exemple, aujourd'hui, dans mon propre pays, je ne suis pas en mesure de trouver même un job qui me permet de trouver même $1, parce qu'on dit on vit en dessous de $1. Si on n'arrive même pas à trouver ces $1, et que l'Angola, il y a peu, c'était l'Eldorado, tout le monde est allé à Kafunfu, à Lunda Norte, pour en peu de temps, vous pouvez amasser des milliers de dollars. C'est comme ça, tout le monde est allé là-bas. Mais si on est en mesure de donner du travail, de donner de l'emploi aux Congolais ici sur place, je pense qu'il n'y a personne qui va accepter d'aller travailler à l'étranger. Mais normalement, madame, voilà, ces Congolais qui rentrent, ils vont s'adresser chez qui? Non, d'abord, je vais quand même répondre ce que vous venez de demander à Bayer. Quand vous dites qu'ils sortent sans visa, qu'est-ce qu'ils font? Mais les Français, les Belges, les Américains qu'on prend en otage à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Mais lorsqu'on les prend en otage, c'est le gouvernement, c'est l'opposition et c'est tout le monde qui en parle. Alors on ne doit d'abord pas savoir qu'est-ce que ces Congolais sont allés faire en Angola. La question aujourd'hui, c'est les conditions dans lesquelles on le ramène ici.
C'est ça le grand problème. C'est ça qui doit mobiliser les Congolais. Quand je parle de Congolais, je vois le gouvernement, je vois l'opposition. Même l'opposition congolaise, c'est une opposition qui adore se mettre dans dans ses petits souliers pour parler de choses qui n'ont même pas l'importance. Ils disent qu'ils parlent du peuple. Mais le peuple là, c'est ces peuples-là qui viennent d'Angola. Vous avez suivi quelqu'un de l'opposition qui a parlé de toutes ces expulsions. Même pas pour dire que le gouvernement a mal fait, mais que l'Angola est en train de défier le Congo et les Congolais doivent quand même réagir. Mais son croisement, l'opposition est faible aussi. L'opposition ne parle pas de ça. Pourquoi? Bon, je constate tout simplement, comme madame, que l'opposition est dans ses appétits gloutons. Quand il s'agit des problèmes politiques, des postes politiques, avoir des postes politiques, là, l'opposition s'élève. Mais quand il s'agit de défendre sa population, là, on l'oublie pratiquement. C'est le peuple d'abord. C'est ce qu'on dit, le peuple d'abord. Effectivement, c'est le peuple qui a été en Angola, qu'on a chassé dans des conditions inhumaines. Mais il faut qu'effectivement, il faut solidariser avec ce peuple-là pour quand même dire au gouvernement, mais si vous avez oublié, si vous dormez, rappelez-vous qu'il y a nos compatriotes qui ont été chassés en Angola. Il faut quand même intervenir, réagir. Pratiquement, je pense que là, le gouvernement peut faire quelque chose. Mais quand l'opposition ne dit pratiquement rien, le gouvernement non plus ne fait rien. Et là, la population est abandonnée à son triste sort. Là, ils peuvent même aller voir. L'opposition a aussi la possibilité d'aller voir toutes ces organisations internationales pour aller voir l'ambassade, les ambassades et leur dire que nous sommes contre ce que vous faites. On l'a vu avec... Et même la société civile, madame Boila. Vous avez vu François Hollande. François Hollande n'est pas président, il est candidat. Mais quand on a tué les 4 Français, il est allé à Toulouse. Il ne s'est pas dit, je ne suis pas encore président, je ne partirai pas. Je vais attendre quand je serai président. Là, je vais partir. Mais l'opposition attend de prendre le pouvoir pour agir pour le peuple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, donc, à vous les politiques de réagir face à cette situation vraiment dramatique pour les Congolais. Et parce qu'on a l'impression aussi qu'on a mis trop l'accent à l'est de la République, il y a trop de drames à l'est et on oublie souvent qu'en Angola aussi il y a des Congolais qui meurent dans des très très mauvaises conditions. Alors le deuxième thème, c'est le procès Thomas Lubanga. Monsieur Désiré Baïré, 6 ans après la culpabilité de monsieur Thomas Lubanga, 6 ans après, est-ce que ça n'a pas pris trop de temps aussi? Bon, vous savez, les affaires de la justice, ça prend toujours le temps, hein, et ça a toujours énervé tout le monde parce que tout le monde veut que très rapidement les droits doivent être dits. Il n'y a pas de preuves, il fallait ben, c'est toujours ça, les problèmes de preuves, les problèmes de témoins, les problèmes de confrontation, toute la gymnastique juridique à laquelle se livrent avocats, partie civile. On connaît tous ces scénarios-là, ça prend toujours du temps. Ce qui est important, c'est que finalement, le verdict a été prononcé et que moi, ce que je retiens comme leçon dans ces procès de Thomas Lubanga, c'est que quelles que soient les conditions ou les lieux dans lesquels on commet un crime, un jour, on sera toujours attrapé. Et ça, c'est quand même un signal très fort, même si, d'autre part, je me demande si, en vertu toujours de cette réciprocité dont on a parlé ici, il y a des États qui ne sont pas signataires des statuts de Rome. Et je ne sais pas pourquoi nous, on s'est précipité aussi à signer. J'ai appris il y a quelques temps qu'il y a des pays africains comme le Mali, comme il y a beaucoup de qui n'ont pas signé. Eh bien, je me demande si quelle était la motivation pour signer aussi trop vite, parce que ce n'est pas aussi agréable de voir un compatriote croupir dans une prison en dehors de son pays, ce n'est pas aussi intéressant. Nous avons vu les Américains, même un militaire qui commet un forfait quelque part, un crime, celui qui a tué 16 personnes en Afghanistan, il est rapatrié, il est jugé dans son pays. Donc je pense qu'il faut quand même s'interroger pour voir si vraiment c'est important de signer de tels accords. Et cela appelle également à pouvoir renforcer l'appareil judiciaire dans notre pays pour que ça soit quand même digne et qu'on ait confiance que quand il y a un procès, il n'y aura pas des interventions de tel ou de tel et que la justice est là pour tout le monde. J'ai lu dans la presse, Madame Boilia, que la République démocratique du Congo est malade de ces Lubanga. Donc, il n'y a pas que Thomas Lubanga, on le sait, la CPI exige maintenant qu'on lui remette Bosco Tanganda, Laurent Kunda, Joseph Kony. Vous croyez que Thomas Lubanga n'est que, comment je peux dire, n'est qu'un pion, n'est que l'arbre qui cache la forêt? Bon, je me dis que on sait, c'est ce que venait de dire Désiré. Pourquoi est-ce que le Congo s'est précipité à signer? Parce que la communauté internationale fait trop de pression sur les Congos.
C'est comme si le Congo n'a pas un gouvernement qui est capable de se prendre en charge. Et la communauté internationale dit, en dehors de ce que vous avez au pays, nous allons réglementer dehors. Et vous êtes obligés de signer dehors. Et lorsqu'on signe, on vous dit, quand vous avez signé, vous devenez automatiquement redevable. Vous êtes obligé, esclave. Vous êtes obligé de faire tout ce qu'on vous demande parce que vous avez signé. Quelle est la contrepartie de tout ça? Justement, on n'en sait pas. On n'en sait pas. Je ne sais pas si on va gagner quelque chose avec le procès de Thomas Lubanga. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va gagner. Est-ce que la CPI va indemniser les victimes de la guerre de Thomas Lubanga? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On le voit aujourd'hui avec Jean-Pierre Bemba. On l'a pris, on l'a amené là-bas et on se demande s'il faut attendre encore 6 ans pour qu'on puisse se prononcer aussi sur lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris ici, on l'amène là-bas. Nous, on croyait que tout sera payé par la CPI. Mais c'est lui qui paye tout. Il paye les avocats, il paye même le fait de rester dans cette prison. Et au bout d'un certain temps, il va se retrouver indigent. Donc, parce que la République démocratique du Congo n'a pas pu faire quelque chose, la justice n'arrive toujours pas à se mettre au pas et avoir les forces nécessaires pour juger ses propres enfants. Alors, nous devons accepter notre turpitude. Alors, M. Ambroise, pourquoi le gouvernement congolais ne livre-t-il pas Bosco Ntaganda? Moi, je comprends. Bosco Ntaganda a fait la paix avec l'État congolais en 2009 à Goma, mais le même Bosco a causé également des victimes, parce que les victimes de Thomas Lubanga, Bosco Ntaganda est accusé complice de Thomas Lubanga, et les victimes qui se sont pratiquement peut-être réjouies de la décision de la Cour pénale internationale veulent également voir Bosco Ntaganda peut-être subir le même sort. Mais là, le problème, c'est que l'État congolais a jugé bon de garder Bosco Ntaganda parce qu'il a fait la paix. Mais là, je regrette. Moi, je semble le regretter parce que moi, j'estimais, par exemple, c'est une faiblesse de l'État congolais à cette époque parce que c'est un rebelle. On ne peut pas faire la paix avec un rebelle. On impose sa force. On les met au état de nuire parce qu'il était inculpé par la CPI depuis 2006. Il devait nécessairement aller à la CPI. Mais quand on le garde, là, ça frustre les victimes. Et quand ça frustre les victimes, c'est le gouvernement qui semble solidariser avec un rebelle pour abandonner sa propre population. Là, ça pose problème. Mais pour revenir un peu à ce que mon aîné Désiré a dit tout à l'heure, la CPI, c'est une cour coloniale. Nous étions vraiment pressés d'aller signer les statuts de Rome, d'adhérer. Et maintenant, aujourd'hui, on semble le regretter parce que là, notre compatriote est en train de croupir dans les geôles d'une justice internationale. Mais là, si on renforçait même les juridictions nationales, on pouvait bien les juger ici. Est-ce que M. Désiré Baïra, on ne peut pas quitter la CPI? On ne peut pas se retirer de ces fameux statuts de Rome? Je pense que ça, c'est le gouvernement qui doit répondre à cette question. Est-ce que c'est faisable? Je n'ai pas vraiment les éléments avec moi pour l'instant, mais je pense que la CPI, je ne sais pas, même les Nations Unies, parce que c'est quand même affilié aux Nations Unies, c'est un organisme qui les États adhèrent. Donc quand on adhère, c'est-à-dire que si le terme existe. Voilà, on peut, oui, c'est vrai, mais il faut maintenant savoir quelles sont les conditions pour quitter. Ça, je ne maîtrise pas ça pour l'instant. Et dans quelle position est la République démocratique du Congo pour se désengager? Voilà. Parce qu'il y a aussi des liens visibles qui nous tiennent. Ça, c'est vrai. C'est comme Guidi l'a dit tout à l'heure. Nous avons adhéré sous pression. Je suis d'accord aussi, mais ces pressions-là, est-ce qu'elles sont finies? Est-ce qu'on a le courage aujourd'hui? Est-ce qu'on est indépendant, c'est le terme qu'il faut, pour quitter une organisation comme celle-là? Voilà, nous avons clos ce dossier de Thomas Lubanga. Nous en prenons un autre, c'est la formation du gouvernement. On a nommé, le chef de l'État a nommé l'informateur il y a quelques semaines. Alors, même jusqu'à aujourd'hui, la population ne comprend pas très bien ce rôle d'informateur. Ambroise, expliquez-nous un peu, c'est quoi un informateur du gouvernement? Oui, l'informateur, à mon avis, c'est quelqu'un que le chef de l'État nomme. Après les élections, quand on considère par exemple qu'aucun parti n'a obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire avoir 251 députés, là, le chef de l'État nomme un informateur pour identifier et dégager la majorité parlementaire de laquelle sera issu le gouvernement. C'est à ce titre que Charles Mandonsimba a été nommé par le chef de l'État. Et il fait effectivement ce travail, des consultations avec tous les partis représentés au sein de l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent s'identifier par rapport à un camp ou un autre. Et à ce moment-là, il devra faire rapport au chef de l'État en 30 jours. C'est un délai qui est renouvelable une seule fois.
Madame Boile, donc la majorité dans le Parlement n'est pas dégagée, on ne sait pas. Mais il y a quand même une majorité parlementaire déjà. Bon, il y a une majorité puisque l'AMP, est majoritaire. Elle a dépassé 300 et quelques députés. Ils sont déjà majoritaires. Alors pourquoi un Mais informateur? moi je me dis, c'était plutôt pour essayer de voir les ambitions des uns et des autres. Parce que même au sein de la majorité présidentielle, il y a une guerre qui couvre. Et tout le monde sait. Alors, il faut essayer de savoir qui a quoi dans la majorité. Tout le monde s'est dit, je suis dans la majorité, mais vous avez apporté... Quel est votre poids politique au niveau de la majorité? Et lorsqu'on va ressortir le poids politique de chacun et les ambitions de chaque parti de la majorité, à ce moment-là, on saura comment former un gouvernement. Monsieur Bahir, alors pourquoi il invite aussi les membres de l'opposition? Bon, quoi ça sert? Parce que de toutes les façons, ils ne feront pas partie du gouvernement. Pourquoi il les invite? Je pense que ça, c'est un peu outrepasser son rôle. Parce que, bon, vous savez, ça, c'est aussi la conséquence un peu, en politique, on veut du copier-coller. Parce qu'en Belgique, le système, c'est comme ça. Il faut un informateur. Et puis, voilà, donc, nous aussi, on copie. Voilà, c'est pas normal. Nous avons une structure qui s'appelle majorité présidentielle, MP. Maintenant, quand on arrive au Parlement, c'est chaque structure de se définir et de voir combien de députés il est là en son sein. Mais si on doit encore choisir un informateur pour faire ce travail-là, qui peut se faire en quelques minutes, parce que j'ai vu une fois pendant la conférence nationale, quand il y avait le problème de l'opposition, Issoral, et donc Union Sacrée, l'opposition et Alliés, et les autres qui étaient les Mobutistes, je ne sais plus comment on les appelait, forces politiques du conclave, quelque chose comme ça. Mais il suffisait d'un jour, Monseigneur Mosengo a dit maintenant, chaque président de parti passe devant les micros et il dit il appartient à quelle coalition. Chacun passait. Moi, tel parti, Issoral. Moi, tel parti, force politique du conclave. Et on a fait les comptes, c'est facile. Mais quand on fait l'informateur, on doit lui donner un bureau, il doit avoir un cabinet, il doit avoir la presse, il a même un journal à la RTNC, il a tous les turféraires possibles, il a tout ce qu'il faut, le cortège et tout ça. Je me demande, on est dans quel pays? Et entre-temps, on perd le temps, on est en train d'expulser nos compatriotes, il n'y a personne qui lève la voix pour parler. On est en train de passer le temps à nous montrer, il a reçu tel, il a reçu tel. On les connaît déjà. Ça, ce n'est pas un problème. On passe le temps comme ça, alors que le pays semble ne pas être gouverné pour le moment. Il ne faut pas qu'on passe du temps comme ça, alors qu'on a autre chose à faire. Je voudrais ajouter, là, je ne suis pas du tout d'accord avec mon aîné par rapport au travail de l'informateur, parce que j'estime par exemple qu'après les élections, certes, la majorité s'est dessinée, mais elle n'était pas identifiée de manière officielle. Parce que entre le jour de la publication des résultats des législatives et la formation du gouvernement de la République, il peut se passer quelque chose. Peut-être qu'il y a des partis de la MP qui se sont soustraits de la plateforme présidentielle. Voilà pourquoi il faut que l'informateur fasse ce travail pour identifier de manière officielle ces partis. Mais il y a aussi des partis de l'opposition qui peuvent intégrer la coalition parlementaire pour travailler avec le chef de l'État, en rapport aussi avec l'esprit d'ouverture du chef de l'État lors de son discours d'investiture. Peut-être que le MLC, l'UDPS, l'UNC peuvent dire nous voulons travailler avec le chef de l'État, mais c'est quand ils peuvent le dire, c'est au terme de ces consultations avec l'informateur. Dans ce sens-là, je pense que ce travail n'est pas à minimiser. Il faut peut-être lui donner toutes les chances. Mais le problème, ce sont peut-être les ambitions des uns et des autres. Même les partis au sein de la majorité parlementaire elle-même. Il y a une charte qui dit, par exemple, pour espérer avoir un portefeuille, il faut avoir 5 députés, par exemple. Là, il faut les identifier et savoir comment procéder tout de suite. Et là, je trouve que le travail de l'informateur est assez important. Mais par rapport aux ambitions, c'est là que le problème se pose. Parce que là... Je ne pense pas que vous contredisez Bahir. Vous ajoutez un peu à ce qu'il venait de dire. Parce que c'est vrai, c'est identifié et tout ça. Mais ce que Bahir dit aussi est vrai. Ça prend trop de temps. Non seulement ça prend du temps, mais il a quand même outrepassé aussi. On n'a pas dit... Ça engage des dépenses. On n'a pas dit à l'informateur de consulter l'opposition. L'informateur, c'est pour... On lui a dit d'identifier la majorité. Pourquoi est-ce qu'il consulte l'opposition? Et l'opposition va
vous l'avez quand même vu sur les chaînes de télé, on voit l'opposition qui arrive avec dit nous ne sommes pas venus pour le poste, nous sommes venus pour leur dire d'aller faire, par exemple, les MLC dit d'intervenir pour faire sortir Jean-Pierre Bemba. Directement, on est en dehors du travail qui a été donné à l'informateur. Ça, c'est un. Et puis, c'est de deux. L'informateur, l'effet de recevoir, c'est ça son travail. Il n'a pas besoin d'un journal pour ça. Il n'a pas besoin d'aller à la télévision pour ça. Ça, ce sont des dépenses que la République n'a pas besoin pour le moment. Il n'a pas besoin de ça. L'informateur avait toujours un bureau. Si on veut, on peut lui louer une salle pour recevoir. Ça ne peut pas lui prendre un mois. Comment est-ce qu'on peut faire un texte? On dit l'informateur a 30 jours renouvelables une fois. Mais quand il sait qu'il gagne quelque chose dans ces 30 jours renouvelables une fois, il va renouveler. Et les gens qui sont tout autour de lui vont lui dire que nous avons encore du travail, renouvelons. Alors que c'est quelque chose qui peut se faire. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on pouvait, on n'en avait pas besoin. En 2006, les présidents n'avaient pas besoin d'un informateur. Il y avait la majorité qui n'avait pas obtenu les 251 candidats. Mais il y a eu les formateurs. Il a fait en quelques jours. Cet informateur-là, moi, je pense que c'est une dépense de trop. C'est peut-être un peu, Madame Boilia, pour calmer un peu ce climat de tension qui existe. Il faut voir tout le monde pour calmer un peu les suspicions. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Comme elle dit, dans chaque chose, ça qu'on fait, ce qu'on appelle les job description. Il y a on dit ça comment en français, les termes de référence. Les termes de référence. Voici le travail de l'informateur. Identifier et dégager la majorité. Qu'est-ce que ça a à faire à recevoir les gens, les compagnons des musées? Je ne suis pas contre, je les respecte. Ils ont fait du travail jusqu'au 17 mai. Mais ce n'est pas un parti politique qui est au Parlement. Qu'est-ce qu'il y a à faire à recevoir, je ne sais pas, société civile ou quoi, les chefs coutumiers? Ça n'a rien à voir avec. Donc, quand on donne le pouvoir, on ne circonscrit pas les cadres. Voilà, donc on peut aller dans tous les sens. Et je peux peut-être terminer. Moi, j'ai été contre. Je connais beaucoup d'amis qui sont dans l'opposition, comme qui sont dans le pouvoir. J'ai dit à certains, j'ai dit, moi je suis contre. Vous allez faire quoi là-bas? Vous avez choisi l'opposition, eh bien restez dans l'opposition pendant 5 ans et vous allez chercher à conquérir le pouvoir. Mais quand vous entrez, on ne refuse pas. Il y a des moments où il faut l'unité nationale, comme on parlait de l'histoire de la France. Il faut l'unité nationale. Mais ici, il s'agit d'un gouvernement. Le gouvernement est issu du Parlement. Le Parlement, c'est la majorité. Donc laissez-leur faire leur gouvernement. Alors là nous prenons carrément notre temps, parce que nous courons d'ailleurs le temps. L'UDPS, selon vous, M. Bayré, existera-t-elle encore d'ici là? L'UDPS est-elle au bord de l'explosion? L'UDPS a une trentaine de partis, je pense, à l'Assemblée. Je ne sais pas si je me trompe. 30 candidats, l'UDPS? Une quarantaine. Une quarantaine même. Donc, moi, je pense que, en tout cas, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, l'UDPS doit être beaucoup plus forte qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS qui a toujours combattu au nom du peuple, mais l'UDPS est au Parlement pour représenter le peuple. Et maintenant, elle est dans un espace où elle doit vraiment s'exprimer. Mais il n'a pas suivi le mot d'ordre de son mais si je ne me trompe pas, il y a eu une réunion quelque part avec les Lisanga Bonganga où ils ont décidé, tous ceux qui soutiennent Tshisekedi, ils ont décidé de siéger au Parlement. Je pense, j'ai suivi Lisanga Bonganga. Monsieur Ambroise Mamba, quelle est la position officielle de Tshisekedi? Qu'est-ce que lui il dit face à, cette entrée de ses députés à l'Assemblée nationale? À ce que je sache, selon Albert Moleka que nous avons eu à interviewer autrefois, il a dit qu'il n'y a pas eu de décision officielle du parti interdisant ses élus à siéger à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de décision officielle. C'est un flou qu'ils sont en train de cultiver. Mais le problème, c'est peut-être par rapport au débat qu'il y a eu après la publication de la présidentielle du 28 novembre, qui s'est autoproclamé président de la République, a considéré par exemple que ces députés qui siégeraient dans une assemblée qui reconnaît Joseph Kabila comme président poseraient problème. Et là, peut-être c'est ça même le problème, c'est ça les combats idéologiques qu'il y a au sein même de l'UDPS. La reconnaissance de Tshisekedi ou de Kabila, c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Mais s'ils siègent comme parti politique, ils se sont d'ailleurs soustraits des consultations de l'informateur, et là ils vont peut-être siéger comme députés, ils vont faire entendre leur voix tout au long des débats, en ce qui concerne les budgets, en ce qui concerne la gestion de la chose publique, c'est ce qui est important, pour voir comment cette minorité peut apporter sa pierre. Ces députés de l'UDPS n'ont pas trahi leur chef?
Non, enfin, je ne sais pas, je n'aimerais pas trop m'attarder sur cette question-là parce que beaucoup de gens en ont parlé. Mais moi, je me dis, quand vous parlez de l'explosion de l'UDPS, c'est une habitude. L'explosion a toujours eu il y a longtemps. L'UDPS, au sens originel du mot, c'est les 13 parlementaires. Ils sont combien? Les fruits de l'explosion. Ils sont combien dans l'UDPS aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'UDPS Tshisekedi. Déjà, quand on parle de l'UDPS Tshisekedi, c'est l'explosion. C'est parce que ça n'existe plus au terme originel. Les compagnons de Tshisekedi, il y avait Kyungwa Kumwanza, il y a d'autres, Kibasa Maliba, il y a Liaou, il y a Mbwakiem, il y en a d'autres, il y a même 2 ou 3 qui sont encore vivants. Il y a un qui venait de mourir en fin de l'année dernière. Tous ils étaient membres, mais ils ne sont plus là. L'UDPS a toujours explosé dès qu'il y a un petit quelque chose, l'UDPS explose. Ça, c'est une habitude. Et ça ne renaît pas, en fait. C'est Tshisekedi qui renaît. C'est ce que les gens ne comprennent pas. À chaque fois, il y a explosion et Tshisekedi renaît de ses cendres d'une autre manière. Et même quand vous voyez l'UDPS qui était à la conférence nationale souveraine, n'est pas l'UDPS qui a été au niveau de Lusaka, à Sun City. L'UDPS de Sun City n'est pas celle qui est là actuellement. Donc il y a toujours une mutation par rapport à quelque chose. Moi je pense qu'ils doivent plutôt changer de fusil d'épaule et commencer à réfléchir autrement. Ils doivent quitter la révolution pour entrer maintenant dans la conquête du pouvoir. Ils ne sont pas encore dans la conquête du pouvoir. Lorsqu'on est des éternels opposants, selon toi? Ce sont des éternels, parce que Tshisekedi reste toujours dans... C'est comme le monsieur du Cuba, là, Che Guevara. C'est comme si Fidel Castro, Che Guevara, ne veut pas sortir de sa révolution de la forêt. Il veut continuer à diriger les pays comme s'il est encore dans la rébellion. À partir du moment où on s'attaque à la conquête du pouvoir, on doit changer les armes. Pour rajouter à ce que madame dit, par exemple, par rapport à la force de l'UDPS, moi j'ai toujours considéré que ce parti, nous parlons de l'UDPS Tshisekedi, ce parti, sa force, c'est peut-être la personne de Tshisekedi, peut-être pas le parti. Mais le jour, il sera plus là, donc l'UDPS cessera d'exister. Vous allez peut-être vous rappeler qu'en 2006, on ne parlait plus beaucoup de l'UDPS, parce que son président était malade à Bruxelles, mais quand il a guéri de sa maladie, il est rentré au pays, on a vu sa force, il a mobilisé, ainsi de suite, il a parlé de lui, il a fait parler de son parti, et beaucoup se sont fait élire. Parce que, oui, grâce à son image. Je pense que peut-être la force de l'UDPS, on va peut-être, la force de Tshisekedi, on va peut-être la remarquer à la longue, si Dieu lui prête encore vie. 2 ans, 3 ans après, on verra ce qui pourra donner sa force. Mais pour l'instant, le plus important est que ces députés siègent, qu'ils apportent leur part à la gestion de la chose publique pour que les choses se fassent de manière un peu plus orthodoxe. Je pense que c'est le plus important pour l'instant. Voilà, nous prenons un autre dossier, c'est le énième rapport encore pour la République démocratique du Congo, le rapport du Bureau des droits de l'homme. Ça a été quand même assez chaud, ce rapport, et autant de morts, autant des exactions et tout ça. Alors, monsieur Baïré, un rapport de plus, qu'est-ce qui va se passer encore? Bon, vous savez, c'est un rapport comme tout autre. Hein. Le bureau conjoint a le droit de faire son rapport. C'est une institution qui évalue les droits de l'homme, l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le monde. Il a fait son rapport, c'est tout à fait normal. C'est pas très beau pour la République démocratique du Congo. Il y a eu trop d'exactions, on a dit, pendant la période de pré- et post-campagne électorale. Oui, mais ça, c'est ce que ce bureau conjoint a remarqué. Maintenant, il appartient au gouvernement de prouver le contraire. Parce que les gens pensent que quand il y a un rapport des Nations Unies, c'est la parole d'évangile. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, les rapports des Nations Unies est établi par rapport aux faits qu'ils ont constatés sur le terrain. Maintenant, il y a aussi la part du gouvernement qui doit aussi prouver que toutes ces accusations-là ne sont pas fondées. C'est ce que nous attendons. Et ce que vous oubliez aussi, c'est que ce rapport est partagé avec le gouvernement avant sa publication. C'est un rapport qui est partagé avec le gouvernement. Le gouvernement est au courant avant que ce rapport-là ne sorte. Bien sûr. C'est pas la première fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Le gouvernement prend part au Conseil des droits de l'homme à Genève chaque année. Et quand il y a un rapport, ce rapport est partagé au préalable. Donc, moi, ce que je dis, c'est que nous avons un gouvernement qui n'est pas honnête. Moi, j'ai entendu quelquefois, non, la MONUC là est venue ici nous envahir, la MONUC là...
Mais les gens ne savent pas que la MONUC est venue à l'invitation du gouvernement congolais. Mais le gouvernement a demandé aussi à la MONUC de partir, si je me souviens bien. Il n'y a pas très longtemps. Oui, mais dans quelles conditions? C'est ça aussi qu'il faut savoir. Quand vous n'avez pas une diplomatie forte, c'est des choses qui ne marchent pas. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce que le gouvernement doit faire, c'est de nous prouver le contraire. Que voilà, ces rapports-là, c'est pas vrai. Sur les, je dis comme ça, sur les 5 morts qui sont tombés à Bandalungwa, c'est vrai, c'est faux. Il n'y avait pas 5 morts, ils sont vivants, les voici. Ou bien sûr c'est ceci, non c'est faux, voici les preuves. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Moi je pense que les rapports peuvent sortir comme de toute autre organisation nationale. Mais il appartient au gouvernement de prouver le contraire, que c'est pas un rapport, ce rapport n'est pas vrai. Alors monsieur Ambroise, est-ce que le gouvernement va réagir? Effectivement, le ministre de la Justice a réagi. Je pense que le ministre de la Justice a tenu une conférence de presse hier en réaction à ce rapport. Le plus important, pour ajouter à ce que mon aîné dit, qu'il faut prouver le contraire, mais aussi envisager un autre comportement, parce que ce sont les forces de l'ordre qui sont mises en cause dans ce rapport. Quand on parle de la fin de la campagne électorale, ainsi de suite, et il y a eu beaucoup de rapports là-dessus. Il y a eu Human Rights Watch qui a publié aussi un rapport par rapport à ces violations de droits de l'homme. Mais aujourd'hui, il faut que le gouvernement non seulement prouve les contraires, mais également qu'on éduque un peu de notre manière les forces de l'ordre par rapport à la manière d'intervenir quand il y a des émeutes, quand il y a des manifestations publiques, pour qu'effectivement il n'y ait pas de violations, que tout se passe en respectant les droits de l'homme, justement. C'est le plus important aujourd'hui. Mais la finalité du rapport elle-même, moi, je ne la vois pas, parce que ce rapport, je le considère comme le rapport des missions électorales qui sont venues au pays, le centre Carter, l'Union européenne, ainsi de suite. Mais ce rapport, après ce rapport, il n'y a eu rien. Ils ont dénoncé les irrégularités, il n'y a eu rien. On dénonce les violations de droits de l'homme, mais qu'est-ce qu'il y a après? C'est le plus important. Il faut effectivement puisque effectivement dans ce rapport il y a eu une recommandation qu'on a formulée à l'endroit de l'État congolais, et là c'est le comportement de l'État congolais qu'on attend maintenant par rapport à cette recommandation. On ne peut pas dire qu'on attend, parce que dans les rapports, lorsque vous allez vers la fin, on vous dit que l'État congolais a réagi un tout petit peu positivement. Il y a eu des policiers qui ont été arrêtés. Là, on revient à ce que venait de dire Baéré. Le gouvernement est au courant du rapport avant d'être publié. Donc, les réactions qu'ils vont faire aujourd'hui, ce sont des faux fuyants, parce qu'ils savent ce qu'on leur a dit qui est dans le rapport. Ils ont contribué à ce que ce rapport soit fait tel qu'il est là, puisqu'ils ont arrêté des policiers. On ne sait pas, moi je ne sais pas, je ne suis pas allé dans la prison pour vérifier si les policiers qui sont là ont été arrêtés par rapport à ça, mais le rapport dit qu'il y a des policiers qui ont été arrêtés, c'est plutôt la garde républicaine qu'on n'arrive toujours pas à mettre au pas, à maîtriser au pas, qu'il y a eu des exactions. Bien sûr. Mais moi, ce que je condamne un peu dans les rapports, on vous dit c'est un rapport détaillé. Les gens qui sont morts, il y a quand même des adresses, il y a quand même de noms, ils ont quand même de la famille. Chaque fois on vous dit il y a eu 30 morts. Mais dans les 30 morts, on ne vous dit pas que Madame Boilia, résidente ou telle même sans identification, a été tuée, tel non. Ces gens-là, on ne vient pas le réclamer. On est dans quel pays? Il n'y a pas de deuil dans le quartier. Ça, c'est la réplique du gouvernement. Et puis, peut-être les gens ont peur de représailles. Non, il y a des temps où vous allez retrouver dans le rapport, on vous dit qu'il y a eu 50 morts. Et il y a eu des victimes. Et ces victimes, on va les retrouver à l'extérieur en train de demander l'asile politique. Mais on vous dit qu'il y a eu représailles. Vous voyez un peu, c'est ça qui fait que ces rapports, dans la plupart du temps, non seulement ils ne sont pas crédibles, mais ils restent sans effet. Parce que ce sont des rapports aussi qui sont faits pour faciliter à ceux qui sont à l'extérieur d'avoir de papiers au niveau de l'exil. On retrouve, regardez, vous connaissez Lititi Mboka. C'est en 91 avec... on a parlé, on nous a dit qu'il y a eu combien de morts. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'est arrivé à nous dire qu'à Kamalondo, il y a eu autant de morts. Il y a eu monsieur Ilunga qui est mort, sa famille, il a pleuré. Non, mais on a retrouvé quelques Congolais à l'extérieur qui sont devenus même aujourd'hui célèbres en racontant ces choses-là, qui sont allés demander asile. Voilà. Donc, voilà.
Là, on me dit qu'il me reste plus quelques minutes. Nous n'avons pas terminé Web Presse aujourd'hui sans parler du mois de la femme. Nous sommes à la fin du mois de mars. Alors pour vous, un homme, je laisse la parole aux hommes. Ouais, pour vous, le mois de la femme ce mois est-il utile, ce mois de la femme, ce mois consacré à la femme? Ça apporte quelque chose de plus à la femme? Ah ben, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, mais pour moi, c'est des choses qui ne devaient même pas exister. Moi, je pense que c'est des choses inutiles. C'est encore ça, c'est du copier-coller. Moi, je pense que la femme n'a pas besoin de déclarer un mois ou de déclarer un jour où l'homme va préparer pour lui. Non, je pense qu'on est en train de déraper avec ces choses-là. J'ai circulé là, le 8 mars, là, ici sur le boulevard du 30 juin, juste Planète J en face. Il faut voir les dégâts qu'on a fait. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut un jour, une journée de la femme? Est-ce que moi, j'ai besoin de Gudule ou Paulette que je connais depuis l'université, on a étudié ensemble, je connais leurs capacités, je connais leurs forces intellectuelles, je les connais en tant que mère de foyer. J'ai besoin de leur déclarer un mois pour qu'elles soient femmes. C'est inutile ce mois ici en tant que femme? Non, je ne pense pas. Là, je suis pas d'accord avec lui. Je ne pense pas que c'est inutile. Ce qui est inutile, c'est la manière dont on utilise ces mois. C'est la manière, d'ailleurs le mois on le fait qu'ici en République démocratique du Congo. Partout c'est la journée internationale de la femme et ça s'arrête là. Et au Congo on a voulu prendre ça pendant tout un mois. Au départ on a pris tout un mois pour permettre à ce qu'on puisse sensibiliser, qu'il y ait de conférences. Mais avec le temps on a pris un mois de réjouissance pour ne rien faire. C'est l'utilisation de ces mois là qui laisse à désirer, qui fait qu'on ne doit même pas faire ça. On a parlé de la journée de la femme cette année, on a la femme rurale. Je ne sais pas combien de femmes rurales vous avez reçues dans votre chaîne de télévision pour parler. Je ne sais pas combien de femmes rurales, Madame la ministre de la condition du genre est allée voir pour sensibiliser. Vous avez vu combien de conférences qui sont allées vers ces femmes rurales. Vous avez vu combien de gens ont allé donner des dons à ces femmes qui travaillent pendant toute la journée au champ ou je ne sais pas moi, au marché. Vous avez vu quoi? C'est l'utilisation qui laisse à désirer, qui fait que Bayer puisse dire ce qu'il vient de dire. Voilà, mesdames et messieurs, vraiment nous sommes contents d'être avec vous. Donc c'était le premier numéro de Web Presse. J'étais content de recevoir des éminents collègues. Il y avait Madame Gudule Boilia, Désiré Bayré et Ambroise Mamba. Nous avons débattu de quelques thèmes qui font l'actualité cette semaine. Le plaisir serait pour moi de vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres journalistes bien sûr pour décortiquer l'information. Restez branchés sur le programme de Congo Web Télévision. Au revoir.